Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Update lecture fantasy et crime, voilà, c'est un peu comme ça que je peux le décrire, avec une lecture qui était très bonne et une lecture j'étais un petit peu déçue, mais ça s'explique, voilà, de façon assez objective sur la lecture. Donc on a autant de la littérature française qu'américaine et on commence tout de suite. On commence avec les crimes. Moi j'aime bien ouvrir les updates lecture sur un peu de meurtre, hein. C'est agréable, voilà, comme façon de procéder. Je vous présente les crimes passionnels de Sylvain Larue, donc chez De Boré. Je vous ai déjà présenté cette collection, il y a 2 updates lecture parce que en fait je suis en train de vider ma palle, j'ai pas beaucoup acheté en ce moment pour un peu vider et renouveler, sachant qu'il y a des services presse qui vont arriver prochainement. Le début de l'année c'est toujours assez calme. Et donc Crimes passionnels de France, d'où son nom, on va parler des crimes passionnels. Alors contrairement aux 2 autres, je dois quand même dire que celui-ci je l'ai moyennement apprécié. Pourquoi? La question est très simple, c'est toujours la même chose. En fait l'axe c'est vraiment le fait que ce sont des femmes qui ont séduit des amants et avec ces amants ils ont tué leur mari. On a vraiment que ce schéma là. Et on n'a aucun autre schéma. Alors que le crime passionnel, pour moi, il y a quand même d'autres schémas. Il y a d'autres schémas de crime passionnel. J'aurais trouvé ça intéressant de parler notamment des crimes commis par des hommes sur leurs femmes par jalousie, par exemple, qui est quand même quelque chose qui est très représentant. Les chiffres en parlent, hein, mais c'est quelque chose qui est importants dans nos sociétés, qui ont toujours été importants, et je trouve ça dommage qu'en fait on ait vraiment l'axe de la femme séductrice. Bon, c'était intéressant sur certaines affaires, mais le problème c'est que 2-3 affaires comme ça va. Quand on a 25 sur le sujet, c'est un petit peu long. Voilà, il y en a qui sont un peu plus intéressantes vers la fin, parce que par exemple on a des couples qui tuaient ensemble. Il y avait un petit problème de répétition, voilà, qui m'a un petit peu gênée. Outre le fait qu'il y ait de la répétition, moi ce que j'aime bien dans cette collection-ci, c'est qu'on arrive toujours à tirer en fait des propos sociologiques, judiciaires ou de société de l'époque, vraiment sur des cas du 19e et du 20e siècle. Et c'est quand même intéressant de voir que même si les femmes commettaient des crimes, parfois elles étaient jugées très sévèrement, parfois pas du tout. Et c'est souvent les amants qui prenaient très cher parce que c'était souvent eux qui commettaient l'acte, mais souvent ils le faisaient parfois de manière insouciante parce que parfois c'était des femmes qui étaient beaucoup plus âgées qu'eux qui les manipulaient pour commettre ces crimes-là, ou parfois on avait vraiment face à des hommes qui étaient plein pouvoir et qui ont fait ça vraiment avec soit la vie de la femme et tout ça. Mais c'est intéressant de voir que la justice a quand même beaucoup minimisé le fait de la personne qui a ordonner le crime, alors que normalement, actuellement, si je me souviens bien de mes cours de droit, cas où les personnes ordonnent à d'autres personnes de commettre le crime, les peines sont parfois plus élevées parce que c'est encore plus grave en fait d'une certaine manière de déléguer voilà, cette tâche-ci. On peut prendre l'exemple par exemple de Charles Manson qui a délégué avec la famille ses crimes. Il a quand même fini ses jours en prison pour le coup. C'est pas celui que je vous conseille le plus. Il y a des affaires où j'étais en mode bah c'est presque la même qu'il y a juste avant, c'est simplement que le motif est parfois différent. Alors ce qui est assez horrible dans ce texte d'une certaine manière, alors parfois c'est un motif totalement pécunier, parfois c'est parce que on était, et ça s'explique en fait, l'intérêt aussi du livre parle du fait que à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le choix de se marier avec qui elles voulaient. La plupart du temps elles se mariaient parce que soit la famille décidait, soit elles le faisaient de manière financière pour ne pas vivre dans la pauvreté. Et donc on se retrouve avec des femmes qui se sont mariées avec des hommes qu'elles n'aiment pas forcément, et donc qui essayent de s'en débarrasser parce qu'elles peuvent pas, il n'y a pas le divorce. En fait quand tu dis, si le divorce existait à l'époque, on aurait évité tellement de problèmes. On a des femmes aussi, et c'est souligné à certains moments dans le livre, où c'est parce qu'elles ont subi des violences de ces hommes-là qu'elles procèdent à ce genre d'actes. Alors parfois, ça m'a fait beaucoup de... ça m'a rendu très triste, mais en même temps c'est très représentatif. Il y a une femme pendant un jugement qui a dit que c'est parce que son mari avait eu des gestes très violents envers sa personne, et ils l'ont pas cru parce que personne ne voyait ce mec comme un mec violent. Alors qu'on se rend bien compte actuellement que c'est pas du tout représentatif, le fait que quelqu'un violent devant les autres est violent au sein de son foyer. Bref, il y a parfois c'est vraiment des tragédies, et parfois ces nanas-là, elles ont fait ça parce que elles étaient vraiment dans des situations désespérées. Alors parfois pas du tout, parfois c'était par pur acte de méchanceté, voilà, par pur acte de même sadisme parfois, mais il y a un côté sociétal et de pression sur les femmes qui ont forcé ces femmes à faire ça. Parfois. C'est aussi des affaires qu'on fait des films par exemple, parce que c'est des affaires qui ont marqué les ménages de ces villages-là, et ça a pourtant eu une portée nationale.
Ça permet de voir la société de l'époque et ses problèmes sociétals qui ont provoqué aussi ça. C'est aussi montrer qu'il y a des femmes criminelles aussi, parce que bon, j'avais pris un livre sur les femmes criminelles que j'avais trouvé ça intéressant, mais même si dans les chiffres, les femmes sont moins criminelles que les hommes, c'est important de dire aussi que ce n'est pas que les hommes. Donc pour le coup, c'était intéressant, mais je trouvais qu'il y avait trop de répétitions. Je vais peut-être vous parler de la déception. Alors ça me fait un peu chier de vous présenter ça comme une déception, parce que moi j'aime pas présenter les auteurs français avec un visage déceptif. J'ai envie de les soutenir et j'ai pas envie d'avoir des critiques un peu négatives. Alors ça c'est un cycle, j'ai été d'autant plus déçue que j'ai déjà lu cet auteur, que j'avais beaucoup aimé le cycle qui est un spin-off. J'ai moins aimé ce cycle-là où je me suis vraiment ennuyée, j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Présente La Geste du 6e Royaume, c'est une histoire extrêmement classique, c'est pour ça que ça m'a un petit peu moins plu. De héros, alors pas héros 01 héros d'Hercule, les héros d'armes, vous voyez. Donc c'est un roman choral où en fait on suit les personnages point de vue par point de vue au début, et tout va se regrouper au milieu parce qu'ils sont les héros et qu'ils doivent travailler pour le père et éliminer les autres héros de l'opposant, voilà, à ce père. Donc c'est très très classique comme façon de voir. J'avais beaucoup aimé le début, j'accrochais beaucoup sur la présentation des personnages, et une fois qu'on sait en fait l'intérêt du récit, je me suis dit bah ok, bah en fait on a toute l'histoire qui est déjà installée. En fait ce que j'ai pas apprécié dans le récit, c'est le fait que c'était hyper prévisible. On savait que les personnages allaient se réunir et on savait voilà, le but. Bien sûr il y a quelques petites choses qui sont surprenantes, mais ça va dans un même sens. Donc j'étais un petit peu surprise par ça, parce que j'ai trouvé que l'intrigue était très simpliste. Voilà, j'ai trouvé très simpliste. Il y avait certains personnages qui étaient intéressants, comme le personnage de Maëve dedans, qui est une ancienne magicienne, on va dire. Comme en plus on a l'action qui est éclatée avec plein de personnages différents, ce qui fait que tout va être précipité, tout va être vite pour faire avancer le récit. J'ai mis beaucoup de temps à lire ce récit parce que quand je fermais le livre, j'avais pas envie d'y retourner particulièrement, parce que on savait vers quoi ça allait pencher. L'intrigue, moi, ça m'a pas du tout satisfait. Par contre, ce que j'ai bien aimé, voilà, et ça c'est un truc un peu bien fait, en référence au champ des épines, donc à des personnages qui ont existé, on en retrouve même des personnages qui étaient dans ce champ-là, on le retrouve dans ce livre-ci, donc c'est très intéressant. Le reproche que j'ai fait que l'intrigue était simple, c'est le premier roman de l'auteur, et surtout c'est un roman qui date d'il y a 10 ans, et clairement c'est de la fantaisie totalement typique de ce qui était fait il y a 10 ans, c'est très classique, c'est très dans l'héritage des grands auteurs de fantaisie. Vous trouvez le champ des épines un peu plus... alors c'était plus young adulte, mais les personnages étaient plus attachants, je trouvais que c'était plus surprenant, bref, il y avait même le travail d'écriture était plus agréable. Là, j'ai trouvé ça assez compact, assez lourd, malgré le fait que j'ai aimé voilà, certains personnages. On a les nains, on a voilà, c'est vraiment très classique. Il y a vraiment le côté de la forêt, voilà, qui est le centre, la chose à défendre, avec les mandragores et tout, les sylphes. Ça c'était intéressant, mais c'était pas assez développé selon moi. Pareil pour en fait le système religieux qui est important dans le récit, du moins il y a un père, voilà, il y a quelque chose qui est au-dessus, et ça non plus c'est pas développé, donc je trouve qu'il y a un manque de développement du world building pour le coup, et le récit est très prévisible. C'est un premier roman, il n'y a pas de difficulté de lecture, mais je pense que c'est vraiment plus un livre qui est adapté pour les gens qui commencent la fantasy ou qui sont très très fans de la fantasy classique. Et au plus j'avance dans mes lectures, au plus la fantasy classique, j'en ai lu quand même pas mal, je préfère la fantasy moderne parce que c'est un peu plus original, voilà, il y a un manque d'originalité, mais qui est tout à fait excusable du fait en fait du premier roman, de l'époque où ça a été écrit, et voilà, ces éléments-là. Pareil, dans le champ des épines, j'avais trouvé ça intéressant, la façon dont étaient traitées les relations entre femmes et hommes, voilà, de type sensual, et notamment il y avait beaucoup de choses sur le non-consentement qui étaient faites, voilà, il y avait une réflexion autour. Là, la seule scène au lait, il me semble, je me souviens dans le texte, c'est une scène qui se passe de façon, et ça j'ai pas trop aimé, violente, et dans le sens que le personnage dit non au début à plusieurs reprises pour enfin dire oui. Et en fait j'aime pas trop ce genre d'écriture parce que ça veut implicitement dire que non ça veut dire oui alors que non ça veut dire non. Voilà, c'est dans la tête de certains lecteurs. Voilà. La littérature ça a une implication sur les gens, même si les gens sont capables de réflexion, quand on transmet ce genre de message c'est pas cool, voilà. Moi je trouve ça un petit peu délicat, donc voilà, ça m'a un petit peu gêné. C'est un livre classique de fantasy qui va plaire à un lectorat qui a pas été le cas pour moi, mais je vais bien sûr lire le dernier qui me reste d'Adrienne Thomas dans cet univers. Mais je suis déçue parce que j'avais vraiment bien aimé le champ des épines, je trouvais ça prometteur, mais je vous le conseille beaucoup plus que La Geste du 6e Royaume qui
qui est plus classique, qui est tout vous dire, ça m'a fait penser à des Anne Robillard, ça m'a fait penser à ce genre de choses, de plot, tu vois, de personnages qui sont réunis pour combattre le mal. Voilà, ce qui est drôle, c'est que un des premières idées que j'avais eu de roman quand j'avais 15 ans, c'était ce genre d'idée de roman, donc c'est très classique pour le coup. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à souligner et je pense que l'écorchure, ouais c'est ça, c'était, j'ai fait un petit truc, c'était sur la scène un peu que j'ai pas trop apprécié. Ensuite, on va parler d'un auteur que j'adore. D'un auteur que j'adore, c'est un livre que Brajeune m'avait envoyé, et pour le coup, j'ai bien aimé ma lecture. Alors, c'est un tome 2, et ça a les défauts d'un tome 2, c'est-à-dire que ça place les éléments pour le tome 3, et que l'action, ici, elle est hyper tardive. Mais c'est un plaisir de retrouver... alors, ce n'est pas la qualité de sa série originelle, mais moi je prends beaucoup de plaisir à découvrir ça. Je vous présente L'Âge de la folie, donc de Joe Abercrombie, avec cette magnifique couverture. Donc ici c'est le tome 2, Le problème avec la paix. Donc d'où le titre, il y a un pays qui est un peu plus en paix. Qui dit paix dit que parfois les royaumes se tirent un peu dans les pattes, voilà, alliés et tout. Bon, en fait c'est la suite de La Première Loi pour ceux qui ne suivent pas, voilà, que j'ai adoré. Alors, faut dire que le premier tome de cette série, c'est le premier tome que j'ai lu de Joe Abercrombie, et j'aurais pas dû le lire du tout dans ce sens-ci. Donc ici en fait on suit certains personnages de La Première Loi. J'ai notamment été très triste parce qu'il y a un personnage qui n'est plus... Non, voilà. Et voilà, il y a des personnages qui ont survécu, que j'aime beaucoup, mais on suit leurs enfants. Voilà. On est sur une fantaisie que moi je dis fantaisie. Alors, c'est pas de la fantaisie médiévale, c'est de la fantaisie révolution industrielle. Ouais, je pense qu'on pourrait le qualifier comme ça. L'industrie, l'économie est hyper importante. Dans le premier tome, on avait vraiment les salariés qui étaient contre l'entreprise, et voilà, des rébellions et tout. Comme personnages principaux, Orso, qui est le fils de Gézal et la reine. On suit Savine, qui est la fille de Glokta et conseiller du roi, et d'une autre femme. On suit Riquet, qui est un personnage qui est doué de dons visuels, on va dire. On suit le jeune lion, qui est un jeune homme au nord qui est un jeune homme qui va hériter d'un territoire et qui est plein de promesses. Voilà. Et le problème, c'est que le royaume qu'on suit, dans la Première Loi, il était attaqué par un royaume. Là, il est en paix, mais c'est-à-dire que il s'est affaibli un petit peu, et donc t'as plein de groupuscules de pays qui essayent de s'annexer, et ça pose des problèmes, ça affaiblit le royaume, et on va tomber sur deux royaumes qui vont se rencontrer et rentrer en guerre. J'ai aimé tout ce que j'avais déjà aimé dans le tome 1, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le fait que il y a un côté révolution industrielle, d'un côté avec les travailleurs qui remettent en cause voilà, ceux qui les exploitent. Donc là c'est un petit peu moins présent là-dessus. Là on est plus dans du complot de cour et du complot voilà, de qui va essayer de trahir l'autre et tout. Il y a des grosses trahisons qui me font mal au cœur. Il y avait une grosse révélation. Alors cette révélation, moi j'étais en mode oh, dans le tome 1, sauf qu'en fait quand t'as lu La Première Loi tu le sais. Donc voilà, mais il y a une grosse révélation, et ça pose des problèmes. Donc voilà, je peux pas vous expliquer ce qui se passe entièrement, mais j'aime toujours autant les personnages. J'aime beaucoup Joe Abercrombie, parce que Joe Abercrombie n'a pas de concession avec ses personnages, c'est-à-dire qu'il les fait souffrir. Voilà, il y a pas de... Voilà, il les fait souffrir et il les font neutres, c'est-à-dire que t'as des personnages qui sont hyper cool, mais ils vont toujours faire des actions horribles. Abercrombie, il a vraiment une fantaisie moderne qui questionne la morale, et c'est toujours le cas. Là, par exemple, on a une grosse question morale qui est posée. Voilà, un tabou même dans nos sociétés, et ce qui fait qu'à chaque fois il questionne ça, à chaque fois c'est sanglant, c'est violent, il y a voilà, torture, tout ça, bon bref, c'est un univers qui est très fantasy adulte pour le coup. Je crois que George R. Martin adore Joe Abercrombie dans mes souvenirs, ou l'histoire qui se développe qui est assez intéressante. Alors bien sûr il y a des personnages que j'aime beaucoup plus que d'autres, Riquet, Orso et Savine, c'est les trois personnages que j'aimais suivre. Il y a d'autres points de vue où j'étais un peu plus... Par exemple, les points de vue des combattants du Nord, c'est pas été mon gros attachement, contrairement à La Première Loi où j'étais attachée à tous les points de vue. Là, j'ai quand même des parties que j'aime plus que d'autres. Je trouve ça un petit peu moins complexe que La Première Loi en termes d'intrigue et tout. Le truc, c'est qu'il y a, allez, 3/4, ouais, même 4/5 du récit, c'est du complot. Et la dernière partie c'est de la bataille, qui est un petit peu dommage parce que Abercrombie sortait toujours un peu de ce schéma-là. Il y avait toujours des combats, des scènes de... Là on est vraiment dans le complot, c'est assez lent à se développer, à se mettre en place, c'est beaucoup de parlotte, alors ça peut déstabiliser certaines personnes, et c'est pas aussi grandiose que La Première Loi. En fait, après avoir lu la première... Tu vois, avant le premier tome j'avais pas lu La Première Loi, là j'ai lu La Première Loi, et La Première Loi reste quand même un niveau au-dessus en termes d'enjeu même, parce que pour le coup, là c'est juste un royaume qui se tire dans les pattes. Après la fin
est vraiment du genre hyper prometteuse pour le coup. J'ai vraiment envie de savoir comment ça va évoluer, notamment les relations entre certains personnages, les relations politiques et tout. Mais c'est un livre que moi j'ai trouvé très bien. J'ai passé un très bon moment de lecture, mais qui est en deçà de la série originale et qui a des longueurs, quoi. J'ai trouvé que les complots et tout, j'aurais aimé un peu plus d'action, j'aurais aimé aussi un peu plus de développement. Je trouve personnellement que pas les récits sont plus courts, mais j'avais l'impression que dans la première loi, même le world building était beaucoup plus riche en termes voilà, de description et tout. Là on est plus dans du complot. C'est aussi, bizarrement parlant, je trouve que la première loi était plus violente sur certaines questions, mais peut-être parce que ça touche des tabous qui me rebutent plus que d'autres, je ne sais pas, hein, c'est peut-être ça. Et voilà, c'est la construction d'un tome 2 qui met les pièces en place pour le tome 3 que j'ai vraiment envie de lire. Très bonne lecture, moi je vous conseille. Franchement je trouve que l'âge de la folie ça vaut le coup quand vous avez eu la première loi. C'est une série qui va dans la suite, et le côté qui m'a un peu déstabilisé, que j'aurais aimé plus, c'est le côté révolution industrielle qui était très intéressant dans le premier tome, qui est un petit peu moins développé ici. Je trouve que ça permet de connaître voilà, la suite et de savoir un petit peu la fin, sachant que je trouve que la neutralité des personnages est dans le sens, pas neutralité de leurs actes, mais par exemple on va avoir Orso qui va se retrouver à devoir gérer quelque chose et il est pas du tout prêt pour ça, qui est décrit comme un peu bedonnant, voilà, c'est pas le personnage du héros qu'on a l'habitude de suivre. Ce que j'aime avec Abercrombie, c'est qu'il nous donne pas ce qu'on a forcément l'habitude de suivre, et c'est vraiment de la fantasy pour le coup. Moi je trouve que c'est fantasy à l'américaine, voilà, c'est sanglant, il y a de l'action, mais lui il se particularise notamment sur le côté de la morale, un peu à la George R. Martin, genre d'auteur qui arrive à nous faire détester et aimer des personnages en même temps. Donc voilà, je vous le conseille, mais vous attendez pas au chef-d'œuvre qui a pu être la première loi selon moi. C'est une bonne suite, mais on attendra le tome 3 pour voir ce que ça donne, mais maintenant j'ai trop envie de lire le tome 3 parce que la fin, du genre, c'est pas un truc qui se coupe au milieu d'une action, mais la fin est assez épique, et du genre, il y a... Au niveau des relations avec les personnages, t'as envie de savoir parce que ça coupe vraiment. Même des personnages, tu sais pas s'ils sont survécus ou pas, donc j'ai hâte. Voilà. On est tout avec cette update lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ces livres. Moi personnellement, j'aimerais bien cette année finir en fait les romans qu'il y a entre la première loi et l'âge de la folie, qui sont des romans. Moi je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir lu pour... parce que moi j'ai lu, comment il s'appelle, Servir froid. C'est des romans qui sont assez indépendants, même si c'est dans le même univers, donc on verra ce que ça donne. Abercrombie je recommande toujours. Pour moi c'est un des auteurs qui porte le genre de fantasy que j'aime bien. Donc voilà. Ça en est tout, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée, et à la prochaine.